Bonjour, aujourd'hui je voulais parler du procès Athanor parce que c'est quand même une première en France et au niveau de la justice, euh, impliquant des agents de la DGSE, des francs-maçons, des policiers, des militaires, enfin tout ce qui est complètement cloisonné et qui relève quand même de l'inaccessible pour le tout à chacun. Donc la plupart des individus qui travaillent dans ces institutions ou qui sont intégrés à des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, c'est des individus qui remplissent une charte et qui sont intègres pour la plupart et qui font leur boulot. Et c'est tout, quoi. Sauf que quand il y a des éléments défaillants et qu'il y a collusion entre ces éléments défaillants qui sont quelque part intégrés dans ces institutions de manière frauduleuse, je dirais, là c'est terrible, parce que ça permet le pire. Et quand ils ont pas... quand ils ont rien dans le citron, c'est là pour le coup on arrive au procès Athanor, quoi. Et ce qui, moi, me fait parler de ce procès, c'est les similitudes, quelque part, avec les individus ciblés par harcèlement en réseau et par harcèlement électromagnétique, puisqu'il y a probablement, on le sait maintenant, un dispositif militaire d'utiliser contre nous qui permet de nous envoyer des ondes à distance et de nous rendre malades, tant au niveau physique que psychique, et de nous détruire la santé à petit feu. Donc ça relève quand même de beaucoup d'éléments d'impliqués. Et de l'omerta aussi qui résiste à tout, nous concernant. On est pris pour des fous depuis le début, ou pour des complotistes quand nous, individus ciblés par harcèlement en réseau et harcèlement électromagnétique, on ose parler d'agents, peut-être d'agents de la DGSE ou des militaires, où on sait qu'il y a un certain nombre d'individus contre nous. Donc forcément, quand on en parle, nous, individus lambda, on se prend pour qui, en gros, quand on parle aussi peut-être qu'il y a des francs-maçons, qu'il y a des collusions entre des personnes d'influence ou qui ont le bras long pour nous harceler, nous torturer par ondes électromagnétiques jour et nuit, avec une surveillance H24, on est pris pour des fous et des complotistes, et là, le procès Athanor, quelque part, je me permets, moi, de faire le lien avec ce qui nous occupe, nous, individus ciblés, parce que tout simplement, ça relève de la même veine, quoi. Tant au niveau des profils qu'au niveau du mode opératoire, concernant notamment ce côté secret, ce côté intouchable, le sentiment d'impunité totale pour mettre des contrats sur le dos des gens. Le côté aussi très crétin de certains profils, et là les journalistes d'ailleurs se privent pas pour le dire, il y a des similitudes. Et j'espère que ce procès-là sera le début d'autres enquêtes, parce que ça veut dire aussi, ce type de procès-là, que la justice existe et qu'il y a des personnes intègres pour enquêter jusqu'au bout. Alors le procès Athanor, du nom de la loge, donc Athanor, puisque c'est une loge franc-maçonnique à Athanor, c'est 22 individus sur le banc des accusés, dont les âges vont alors les médias disent de 30 à 73 ans, mais en fait c'est de 26 à 66 ans, parce qu'il faut remonter à l'époque des faits, il y a quelques années déjà, et ça remonte à 2018, peut-être même avant, mais pour l'instant c'est plutôt 2018, les tout premiers cas de contrat sur le dos de quelqu'un. Alors au mieux, ça va être des dégâts matériels, au pire il y a quand même un mort dans l'histoire, en passant par des passages à tabac, et puis des vies brisées, parce que ceux qui ont survécu, on va dire, parce que le contrat n'a pas été jusqu'au bout, et qui ont su à quoi on les destinait, ils continuent de faire des cauchemars. Voilà. Et donc dans toutes ces 22 accusés-là, vous avez les commanditaires, les petites mains, les gros bras, les complices, les hommes de confiance, les intermédiaires, et j'en passe. Donc les deux commanditaires, c'est deux francs-maçons, Frédéric Valliot, d'Athanor, donc, anciennement, alors lui, il a fait toutes sortes de métiers, il a été journaliste au Dauphiné Libéré, enfin, il a fait plein de choses, un beau parleur, enfin, un gros beauf, quoi, pour le dire clairement, Et puis, Daniel Beaulieu, alors lui, il était quand même retraité de la DGSI, enfin, de la DCRI à l'époque, et nouvellement DGSI.
Et bah voilà, alors s'il faut arriver à 70 ans pour faire ce genre de choses, parce que le type, avant de faire ses contrats, de mettre ses contrats sur le dos des gens innocents, ce qu'il a fait, c'est que euh, il a exercé pendant des dizaines d'années à la DGSI. Donc qu'est-ce qu'il a fait quand il était, parce qu'il n'est pas devenu comme ça d'un coup, est-ce qu'il était intègre quand il était là-bas? Est-ce qu'il n'a pas fait des saloperies pendant les dizaines d'années où il était à la DGSI? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas, hein? On peut se poser des questions quand même. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de qui, mais quel contrat sur le dos de qui. C'est surtout sur comment, je voulais pointer sur comment ce maillage-là a pu se constituer et a pu aboutir à des crimes, tout simplement. Parce que c'est quand même quelque chose qui nécessite de s'y pencher un peu, ces espèces d'entre-soi permanents entre des gens de pouvoir, de sociétés secrètes, donc ils peuvent se permettre de faire tout en toute impunité, avec ce sentiment de toute puissance, hein, puisque ma foi, soit on est au gradé, soit on est policier, militaire. Et on travaille dans la franc-maçonnerie, puis où on est patron. Alors tout ce petit monde se côtoie en permanence, hein, indépendamment complètement du peuple qui n'a pas sa place, des gens lambda qui n'ont pas leur place dans ce genre de cénacle. Pour autant, ils peuvent en être victimes. Et c'est ce qui est arrivé là. Voilà. C'est ça, quand on a le pouvoir, qu'on a l'argent, et quelque part on est protégé par le secret. Voilà ce que ça permet. Donc là, en l'occurrence, les deux protagonistes, là, francs-maçons, de fil en aiguille, ont sympathisé avec des patrons, des chefs d'entreprise qu'on voit à gauche, qui de leur côté avaient des petits soucis avec de potentiels concurrents, hein, chacun dans leur domaine, ou des personnes qui les dérangeaient dans leur entreprise. Je pense aux syndicalistes, notamment Hassan, qui a failli y passer, hein. Il s'en est fallu de peu, donc lui, sa vie, elle est quand même brisée, parce que les cauchemars, ils sont là, hein, comme je disais. Et donc, moyennant pécule, bien sûr, les deux francs-maçons ont accepté de passer des contrats sur le dos de certaines personnes, donc des concurrents potentiels des clients, pour les en débarrasser, et ils ont fait appel à ça, pour ça, à des petits crétins, hein. Alors les petits crétins, c'est les agents de la DGSE avec leur super nom James Bondien, là, l'homme de confiance, là. Alors lui, surnommé la flèche, je pense que c'est de l'humour, hein, parce que c'est pas une flèche, le gars, hein. Et puis tous les complices, les petites mains, quoi, ceux qui font ça sans même besoin de rétribution, hein, pour le plaisir, ma foi, voilà. Alors pour beaucoup, ils ont été déboutés de l'armée, hein, faut le savoir. Je crois qu'il y en a au moins 2-3 d'entre eux, notamment Sébastien Leroy, là, puis Dagomar et Adélard, là, les noms d'oiseaux. Alors là, pareil, ça fait quand même. C'est bien de donner des noms comme ça, mais enfin, ça fait vachement film. Ça fait pas sérieux non plus, quoi. C'est. Enfin voilà, donc je voulais surtout pointer sur ces personnages-là. Donc Sébastien Leroy, lui, il est surnommé la flèche. Je sais pas si c'est de l'humour de la part de ceux qui l'ont embauché ou si c'est sérieux, parce que c'est pas une flèche pour le coup, hein. Lui, il croit tout ce qu'on lui dit, hein, c'est que se sont investis d'une mission. Il doit forcément neutraliser des personnes comme Marie-Hélène Digny, hein, qui est une victime, en fait. La pauvre dame, elle a juste une entreprise qui marche, hein, de coach en entreprise, et puis il y a quelqu'un qui veut la neutraliser parce que pour avoir la place, quoi, hein. C'est pas une agente du Mossad, contrairement à ce qu'on a fait croire à Sébastien Leroy, mais lui, il tape dedans, quoi. Il aurait été un peu finaud, sachant que c'était la DGSE. La DGSE, ça concerne le service secret extérieur, ce qui se passe à l'extérieur de la France, et la DGSI, c'est l'intérieur. Donc lui, travaillant à la DGSE, il n'avait aucune vocation à neutraliser quelqu'un qui se trouvait en France. À ce moment-là, ça aurait été du ressort de la DGSI, mais il n'a même pas réfléchi à ça. C'est que lui, il s'est senti investi d'une mission, et
et c'était voilà, c'était bien d'ailleurs. Voilà, il a toujours été fan de James Bond, enfin, il s'est fait des films, et puis on le voit là dans un des billets, enfin, il écrit dans son journal intime, voilà, voilà. Je sens que je suis fait pour ça, c'est étrange comme sensation que celle de gagner de l'argent pour défoncer quelqu'un. Donc lui, bah, il joint l'utile à l'agréable en fait, c'est-à-dire qu'il apprécie assez le fait de casser la gueule à quelqu'un pour le dire clairement, tabasser quelqu'un, ma foi, c'est assez agréable pour lui, et puis s'il peut gagner de l'argent en le faisant, ben c'est pas mal, mais il peut aussi le faire sans gagner de l'argent, comme on le voit là dans ses échanges avec un de ses collègues. Est-ce que t'es chaud pour taper du dealer? Est-ce que t'es chaud pour remonter des pédophiles? Pédophile, c'est pour les voler, dealer, c'est aussi pour le plaisir. Voilà. Donc, bah, ma foi, tout est bon, hein, du moment si on peut se déchaîner sur quelqu'un, gagner de l'argent, c'est bien. En gagnant de l'argent, c'est bien, mais sans gagner de l'argent, ça peut être bien aussi. Voilà. Bon, là, c'est des pédophiles et des dealers, donc on peut y aller tranquille, quoi, parce que comme c'est des personnes qui sont pas forcément qui ont bonne réputation, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, donc allons-y gaiement, quoi. Et je pense qu'il est capable de le faire aussi pour des personnes qui n'ont rien fait, sans se poser de questions, comme il l'a fait pour les victimes du procès à Tanor, là, voilà, c'est le profil même, et ce qui fait peur dans ce genre de profil, c'est qu'il y en a plein, quoi. Voilà. Des personnes comme ça qui sont prêtes à tout, qui sont, ma foi, qui éprouvent du plaisir à faire du mal à quelqu'un, il y en a plein, et là je rejoins, c'est un procès particulièrement qui comment dire, qui m'interpelle pour ça, c'est que je peux pas m'empêcher, moi, personnellement, de faire le lien avec les personnes qui me harcèlent. Le Sébastien Leroy, là, il colle tout à fait au profil de personnes qui me harcèlent et qui toute la nuit m'envoient des ondes dans le crâne pour m'empêcher de dormir. Voilà. Et si un type comme ça peut être arrêté, la justice, ça veut dire qu'elle existe aussi et que c'est possible. Voilà. Pour revenir sinon là au cas de fantastique, là, les agents de la DGSE, alors Dagomar, faut savoir qu'il s'appelle en vrai Pierre Bourdin et qu'il avait 29 ans au moment des faits. Il s'est fait, bah, il était à l'armée mais il n'a pas pu devenir officier, donc déjà ça, voilà, donc du coup il s'est recyclé comme planton à la DGSE. Adélard, bah, il s'appelle Karl Hainaut, E-S-N-A-U-L-T. Il avait 26 ans au moment des faits. Et pareil, hein, le même profil, des types en fait qui ont été déboutés de ce pourquoi ils s'étaient engagés, parce que bah ils étaient pas compétents tout simplement. Enfin moi c'est, je me permets d'en tirer ces conséquences-là. Hein, bah, y a pas de, ils ont pas réussi quoi. Ils se sont fait refouler par l'armée, et ils se retrouvent plantons à la DGSE. Alors on leur propose un contrat. Des contrats quand même très importants contre des personnes pour les neutraliser et tout, donc là ils se sentent plus quoi, ils sont dans la toute puissance, voilà, encore une fois, c'est des personnes qui dans le privé se sont permis exactement, ils n'ont pas de limite. À partir du moment où ils passent de l'état de fonctionnaire au privé, il y a plus de limite, parce que pour eux, ils sont dans l'impunité du secret, on les missionne. Alors l'autre, la Valio, un manipulateur hors pair, il leur a fait avaler toutes les couleuvres qu'ils voulaient, et puis voilà quoi. Et des personnes comme ça, le problème c'est qu'il y en a probablement plein sous la main. Il y en a plein. Il y en a plein des personnes qui se sentent exister en faisant ce genre de choses, sentiment de toute puissance, appartenir à un cénacle, faire partie d'une élite quelque part, qui ont des secrets, voilà, et c'est leur petite minute de gloire, et je suis sûre que quand ils ont été déboutés de l'armée, si on leur avait proposé, avant d'être planton à la DGSE, une émission dans Koh-Lanta, une télé-réalité quelconque, ils y seraient allés, quoi. Parce que avant tout, ce qu'ils voulaient, c'était rayonner. Ben voilà, ils ont rayonné en neutralisant des personnes innocentes pour la plupart. Et quand je dis en préambule que
Athanor, c'est l'arbre qui cache probablement toute une forêt de persécutions. C'est que je me permets de penser que il y a des précédents à Athanor, et puis il y aura aussi d'autres persécutions. Il y a des persécutions qui sont en cours, j'en sais quelque chose, puisque moi, personnellement, je suis ciblée par, je ne sais pas qui spécifiquement, mais des personnes qui ont installé un dispositif high-tech, probablement militaire, qui permet de m'envoyer des ondes jour et nuit, en me privant de sommeil assez copieusement et en ruinant ma santé petit à petit. Et le lien avec le procès Athanor, en tout cas avec certains des profils dont la crétinerie n'est plus à démontrer, je me permets de le faire, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que le procès Athanor, il est important pour moi, parce que c'est peut-être le début d'une reconnaissance de persécutions en tout genre, qui jusqu'ici, dont on n'a pas voulu croire à l'existence jusqu'ici. Voilà. En tout cas, ça prouve au moins une chose, le procès Athanor, c'est que le sentiment de toute puissance, ça reste un sentiment, et il est quand même un peu écorné. La toute puissance, elle n'existe pas. Quelqu'un qui est malveillant, il finit à un moment donné par être arrêté. Voilà, la justice existe en tout cas, parce que les personnes qui ont enquêté sur le procès Athanor, ça n'a pas dû être facile, et pour aller jusqu'au bout, à mon avis, il y a eu un petit parcours d'obstacles à franchir avant qui n'a pas été facile, mais ça veut dire que ce type de procès quand même redonne espoir en la justice française, voilà, et en l'intégrité de ces employés, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que les policiers et tout font leur travail. Voilà, j'ai jamais été partisane du tous pourri, et je ne le serai jamais. Je suis sûre qu'il y a une majorité de personnes intègres. Par contre, quand il y a des éléments défaillants, comme peut y avoir là, avant tout, le pouvoir et le secret favorisent ce genre de, comment dire, l'existence de ce genre de profil, quoi. C'est ça qui est terrible. Il faut arrêter tout ça, tous ces cénacles-là, ces organisations secrètes. Alors je parle pas, les francs-maçons, c'est voilà, ça a tout un passé et tout. Les loges maçonniques, je veux dire, ont des personnes intègres en leur sein, c'est sûr, mais quand même. Quand il y a des éléments défaillants, ça fait des dégâts, quoi. Et la théorie du cloisonnement dont parlait, je crois que c'était un journaliste ou un avocat dans une émission sur le procès Athanor, c'est-à-dire que vous savez pas ce que votre voisin fait, à la DGSI ou à la DGSE, c'est tellement secret que vous savez pas ce que fait l'agent dans le bureau voisin. Ben là aussi, la théorie du cloisonnement, elle doit avoir ses limites à un moment donné, parce que sinon, il risque d'y avoir encore beaucoup de victimes innocentes dans ce style d'organisation là, qu'on laisse se faire dans le temps à cause du pouvoir, de l'argent, de cet entre-soi élitiste là qui fait des dégâts. Voilà. Ben bon courage à toutes les personnes ciblées, et à plus tard.